Bienvenue dans ce 3e épisode de Cœur de Mission, le podcast des anciens volontaires Fidesco qui vous emmène à l'autre bout du monde. C'est Blandine qui prend aujourd'hui la parole pour nous raconter ses 2 années de volontariat au Brésil. Loin des images paradisiaques de plage ou du Corcovado, Blandine a vécu 2 années transformantes auprès des jeunes mamans en situation de précarité. Bonjour Blandine. Bonjour à tous, je suis Blandine Mattei, je suis professeure des écoles à Paris et je suis partie avec Fidesco entre 2017 et 2019 au Brésil, dans le Pará. Alors au début, on vous annonce le Brésil, c'est ouais, super le Brésil. Puis après, on vous annonce le Pará et la personne ne sait où c'est, donc il faut aller chercher sur la carte. On se dit que c'est bien, mais c'est une autre aventure. Donc j'étais à Redenção, dans le diocèse de Conceição do Araguaia, qui est sous la direction de Don Dominique Yu, pour être coordinatrice de projet de Sonho de Maio, qui signifie rêve de maman. Alors le Pará, il faut le situer à peu près au milieu, dans le nord du Brésil. C'est un lieu dans lequel il n'y a pratiquement pas de touristes, même de touristes brésiliens. Et il n'y a pas d'expatriation, il y a très peu d'étrangers. C'est une ville agréable. Alors moi, j'ai eu l'impression d'aller vivre à la campagne. Ma binôme, elle, qui vivait à la campagne en Belgique, a eu l'impression d'arriver en ville. Donc, vous imaginez un peu un mix des deux. Les rues sont en terre battue pour certaines, asphaltées pour d'autres. Se côtoient des voitures motorisées, mais aussi des charrettes à cheval. Les allures des Brésiliens, tant en costume que d'autres en tenue de cow-boy, entourés de magnifiques collines avec les animaux qu'on peut côtoyer au Brésil, donc des magnifiques perroquets, une ambiance à la fois de vacances et à la fois quand même de ville. On avait une maison en centre-ville avec un beau jardin, une maison avec 3 chambres, une petite dépendance, une cuisine agréable, une salle de séjour assez sombre. En revanche, il y avait un toit, mais il y avait pas de plafond. Donc quand on allumait la lumière dans sa chambre, en fait, on allumait également la lumière dans la chambre de la voisine. On partageait tout, quoi, au niveau du bruit, de la lumière, donc on était obligés de faire un peu attention les uns aux autres. On avait un espace, une maison d'un bel espace par rapport aux petits appartements studios parisiens auxquels j'étais habituée. Ça permettait de recevoir aussi pas mal d'amis régulièrement. Ce qui est pas évident quand on arrive au Brésil, forcément, c'est le changement de mentalité. Pour un Brésilien, Dieu existe, la question ne se pose pas, et donc quand vous proposez des réunions qui se déroulaient parfois à la maison ou sur le lieu de projet, vous dites: «Bon, bah, alors on vous propose mardi ou jeudi». Les réponses brésiliennes sont souvent «Si Dieu le veut», «Que Dieu te bénisse», «Va avec Dieu». Alors de temps en temps, entre Fidesco, on s'agaçait un peu en disant: «Oui, ben là, Dieu veut une réponse». Donc ça, c'était une grosse difficulté d'avoir la réponse fiable de chaque personne. Et puis une fois que la réponse fiable était donnée, vous aviez toujours l'imprévu de dernière minute. Donc on savait jamais trop pour combien de personnes il fallait prévoir. Bon, c'est plus compliqué dans le travail, c'est un peu la même chose quand vous receviez. Si vous faites une invitation pour 4 personnes, peut-être que vous allez être 10, peut-être que vous allez être 2, peut-être pas. Voilà, donc il faut être très abandonné. L'autre difficulté, j'ai envie de dire que c'était la susceptibilité, la différence de susceptibilité. Parfois une petite remarque anodine peut être très mal prise, et puis la transparence. Il y a quelques caractères qui étaient très francs et on savait à quoi s'en tenir. D'autres, on comprenait pas trop et on pouvait apprendre des semaines plus tard que, une décision avait été mal digérée. Je dirais que ça, c'était, les plus grosses difficultés. Nous, on avait de la chance parce qu'il y avait déjà des Fidesco qui venaient depuis presque 10 ans, donc on était vraiment très bien accueillis. On nous attendait et à la fois, on pouvait faire un peu sans nous. L'autre difficulté, ça a été de leur dire qu'on n'était pas chef. On venait pour que justement les projets deviennent de plus en plus autonomes et les bénévoles brésiliens n'avaient pas besoin à chaque fois d'attendre de nous qu'on monte des projets, par exemple pour récolter de l'argent, mais qu'elles pouvaient aussi avoir des initiatives et prendre un peu le lead.
Quand je suis arrivée à Redensan, le jeudi après-midi, on avait, le projet, Sogno di Mai qui se déroulait dans cette ville-là. Après, on se déplaçait les autres jours pour un même, projet, mais dans d'autres villes, dans 4 autres villes. Donc, on arrivait vers, 14 heures, un peu avant en général pour préparer la salle. Faut savoir qu'il fait presque 40 degrés à ce moment-là. Les mamans, jeunes mamans et jeunes filles enceintes se motivaient pour venir nous rejoindre, soit à pied, ce qui était compliqué, soit on organisait avec la voiture nous-mêmes un tour pour aller les chercher, soit elles se faisaient, déposer en mototaxi quand c'était possible pour elles. On se retrouvait vraiment dans un moment de joie et d'accueil pour passer l'après-midi ensemble. Les mamans étaient là pour plusieurs temps, un temps d'échange et de prière, un temps de formation. Alors les formations étaient souvent données par des professionnels, par exemple des professionnels de santé sur, l'allaitement, l'accouchement, le droit des femmes. Ça pouvait être aussi, parfois des avocates, des professeurs de sport, tout ce qui pouvait être en lien, avec, la maternité, l'accouchement et le post-accouchement. Les mamans venaient également, fabriquer le trousseau de leur bébé en apprenant à peindre, en apprenant à coudre, à broder et à choisir en fait, tout ce qu'elles allaient, mettre ensemble pour confectionner de plus beau pour leur enfant. Et le but de ce projet était en fait d'appuyer la vie, d'accepter la vie telle qu'elle venait, telle qu'elle grandissait. Elle ne l'avait pas toujours, désirée ou pas toujours vue venir non plus. La vie pouvait être compliquée parce que ça faisait une bouche de plus à nourrir. Ça chamboulait leur emploi du temps. Quand elles étaient jeunes, elles allaient au lycée, donc ça voulait dire une autre organisation de vie quotidienne pour elles. Reprendre des cours le soir et croire surtout que la vie ne s'arrête pas là et que même avec, leur bébé, elles pourront, continuer à vivre. Et le dernier temps plus festif était un partage d'un goûter avec, souvent, un goûter, choisi par l'équipe, de bénévoles, brésiliens pour que ce soit, équilibré. On avait des mamans qui pouvaient pas toujours manger à leur faim ou manger de façon équilibrée, donc c'était aussi un apprentissage, sur, la diététique. C'était un bon moment de partage et c'était surtout un lieu où on s'accueillait les unes les autres. Il y avait très peu d'hommes qui passaient, vous le pensez bien, sans jugement, sans regard, voilà. Avec ma binôme, on organisait en fait les après-midi pour qu'elles se déroulent bien. On laissait un maximum les bénévoles, brésiliennes prendre leur place, organiser un petit peu aussi comme elles voulaient, qui s'occupait de la peinture, qui s'occupait de la couture et on était là en fait pour les aider à mener les après-midi, enregistrer, les nouvelles participantes avec à l'aide d'un petit questionnaire, beaucoup pour aider et échanger, avec les mamans et surtout pour recueillir ce dont les bénévoles avaient besoin. Donc de temps en temps, elles nous demandaient des formations, de temps en temps, elles nous demandaient d'organiser des retraites, de temps en temps, elles nous parlaient d'un souci d'une maman ou d'une autre, en disant que ça serait bien d'aller, la visiter, de voir, dans quelles conditions elle vivait, ou bien, de remonter le moral d'une telle et puis, d'avoir tout le support, logistique, du tissu, du fil, voilà, de gestion de stock, d'aller faire les courses, de choisir aussi, ce qu'il fallait comme, tissu et puis d'organisation de rangement, d'organisation pour la salle, où est-ce qu'on pouvait, mettre les affaires, ce qui était mieux. Les bénévoles attendaient pas mal aussi de la nouveauté sur, des petits jeux, des petites activités, un peu ludiques et sympathiques. Voilà et puis après, à la fin de chaque rencontre, on avait un peu un petit débrief, si je peux dire, avec, les bénévoles. Parfois, il fallait aussi intervenir dans le relationnel entre les mamans et les bénévoles, une qui pouvait, avoir l'impression de parler plus durement, une autre qui avait été vexée, une jeune adolescente qui avait, mal parlé, voilà, on avait souvent, des réactions d'adolescentes puisque moi j'ai pu rencontrer, des jeunes mamans entre 11 et 25 ans, mais la majorité à 16-17 ans, donc bah, sont des adolescentes, normales. Le projet Sonho de Maio a toute sa place au Brésil parce que c'est vraiment, reconnu, comme un problème sanitaire, le fait des grossesses précoces, hein. Même au niveau de la santé, nationale, c'est pris en compte.
L'avortement est interdit au Brésil et il y a besoin d'un lieu d'accueil. Pourquoi spécifiquement dans le Pará? C'est venu de Don Dominique, mais c'est aussi historique. Le Pará est un lieu, dans lequel il y a encore des camps, de chercheurs d'or. Ça paraît voilà, loin de notre quotidien, j'ai envie de dire, mais j'ai eu l'occasion de visiter également un camp. Maintenant, ils sont plus modernisés, mais il faut vraiment voir la conquête de l'Ouest. Il y a, je sais pas, 20 ans, 25 ans peut-être, une génération, mais seulement une génération. C'était des camps sous tente avec, du coup, des camps masculins où se regroupaient les chercheurs d'or pendant des mois et des mois, loin de leur famille et donc très souvent étaient installées des maisons closes ou moins closes, mais de prostitution et donc en fait, il y a un historique de génération en génération, non pas de prostitution comme on l'entend, mais de jeunes filles issues de ce milieu-là et donc qui connaissent la beauté comme un moyen de gagner de l'argent, la beauté comme un moyen de séduire et donc de séduire même, simplement pour avoir le dernier portable, voilà, ou de croire, qu'un homme pourrait les sortir de leur pauvreté, les emmener en ville. Sonio Di Mai, c'est un projet qui est venu d'un couple français à l'époque, à Salvador da Bahia et il existe aussi à Conceição, un projet qui s'appelle le projet Bernadette qui lui est un projet personnalisant. Donc les jeunes filles suivent des cours qui vont effectivement les professionnaliser, leur donner un diplôme, leur permettre de rentrer sur le marché du travail et à Salvador, plusieurs jeunes filles ont dû arrêter cette formation apprenant leur grossesse, qui a, un petit peu contrarié ce couple français qui s'en occupait et qui s'est dit qu'ils avaient vraiment besoin de trouver quelque chose et c'est, dans un moment, voilà, de réflexion et de méditation qu'ils ont trouvé, Sonio Di Mai qui allait compléter, en fait, le projet Bernadette, accueillir ces jeunes filles, les accompagner dans ce temps, de grossesse. Parfois, certaines, jeunes filles se retrouvent, à la porte de chez elles ou envoyées, chez un oncle ou une tante ou quelqu'un d'autre. Donc, ce projet les accompagne jusqu'au moment où elles pourront reprendre ou des études ou une formation, professionnalisante. Je suis arrivée en mission Sonio Di Mai, donc il y a plusieurs temps, hein, dans la mission. À l'arrivée, on découvre tout. Je me demandais même, si, les rencontres de couture ne ressemblaient pas à des petites réunions Tupperware au départ, parce que je comprenais pas grand-chose. Heureusement, une fois que j'ai pu, rentrer dans la langue, j'ai pu comprendre les échanges et l'importance de ces échanges, de cet accueil, de cette écoute, de ce positionnement et donc dans ce petit cocon, en fait, de lieu où les femmes et les jeunes filles n'étaient pas jugées, mais accueillies, je me suis rendu compte que c'était un baume, en fait, pour leurs blessures parce que très souvent, elles étaient pointées du doigt, jugées, accusées, parfois rejetées et donc là, j'étais encore dans l'état d'esprit d'un projet vraiment social et au fur et à mesure de la mission, je suis rentrée dans la découverte du projet de miséricorde dont Dominique a créé donc le projet Bernadette, le projet Sonio Di Mai. Il y a aussi le projet de la Fazenda da Esperança qui est un lieu, de réintégration, pour des personnes dépendantes, notamment d'alcool, de drogue. Il y a le projet aussi, pour les enfants des rues et tous ces projets s'appellent projets de miséricorde parce qu'en fait, ils vont bien au-delà du projet social. Ce sont des gens, qui se donnent, mais qui se donnent vraiment avec, comme, exemple le regard, du Christ. Vraiment le Christ posa son regard et l'aima. Voilà, au-delà, de la saleté, de la pauvreté, des mauvais comportements, des rechutes, beaucoup de rechutes, des personnes, vraiment s'en sortir et puis voilà, hein, le contexte de chômage est très fort, le contexte de pauvreté est assez fort. Pas de misère, mais de pauvreté, pauvreté sociale. Donc il y a aussi beaucoup de rechutes et de dire: «C'est pas grave», à chaque fois, on va réouvrir les bras et réaccueillir de la même façon, spirituellement et humainement. Ça a creusé un degré, de compréhension plus fort. Lors des rencontres, des après-midi Sonio Di Mai, comme ça s'appelle rencontres, j'ai eu des rencontres plus personnelles. Une qui m'a particulièrement touchée est celle avec Daiani.
Elle attendait son troisième enfant. On avait même suspecté qu'elle n'était pas enceinte au départ. On comprenait pas trop, elle était assez enveloppée, du coup, on voyait pas trop non plus. Et puis au fur et à mesure, on a dit: «Tant pis, on l'accueille, ça lui fait du bien, on verra bien» et on a découvert qu'il y avait réellement, l'existence de la grossesse. Il s'agissait d'une petite fille, donc on a accompagné la grossesse de Daiani de ses 3 mois jusqu'aux 6 mois après la naissance, hein, de Esther Blandini. Donc elle a donné, mon prénom pour dire que l'amitié a été, vraiment forte. J'étais très touchée parce qu'elle vivait dans une petite maison en bois avec un espèce de petit sanglier et vraiment, c'était, j'ai envie de dire la cabane de Tom Sawyer, quoi. C'était vraiment, alors elle était à côté du cimetière, donc elle nous racontait qu'elle utilisait l'eau du ruisseau parce qu'elle avait pas l'eau courante, que l'eau risquait d'être polluée parce qu'elle était proche du cimetière. Elle avait, 2 enfants, extrêmement mignons et extrêmement sales parce qu'ils jouaient dehors. C'est un quartier très boueux. J'ai rencontré son mari. Son mari avait un problème de rein, donc il pouvait pas toujours travailler. Il attendait une opération et elle était toujours dans une joie impressionnante. Tout allait toujours bien, elle était extrêmement donnée. C'était un peu la star de son quartier, tout le monde, la connaissait, elle pouvait nous raconter chaque histoire de chaque personne du quartier tellement, elle les aidait. Elle arrivait à les cuisiner pour eux, à aller les rencontrer, faire des courses, voilà et puis elle avait un tempérament, qui osait tout. Elle me racontait qu'un jour, elle avait pris la moto parce qu'elle avait pas le choix pour aller faire des courses. Je dis: «Mais tu sais conduire toi?» Elle me dit: «Non, pas du tout». Alors je criais très fort pour que les gens se poussent avant que j'arrive. Voilà, donc ça nous a valu quelques fous rires. On est restés embourbés au moment où on allait, arriver à sa maison. Je faisais une tournée pour ramener quelques mamans chez elle et on est restés complètement embourbés. Je dis: «Bon, bah, là, il y a pas le choix, hein, il faut qu'on allège la voiture, donc il faut qu'on sorte» et alors là, les fous rires, pour, essayer de sortir complètement coincés de la voiture, parce que comme je vous ai dit, elle était et enceinte et enrobée. Donc voilà, c'était pas du tout évident et on avait une vraie amitié qui est venue, elle a apporté une vraie joie, en fait, à chaque rencontre. Elle m'a demandé si je pouvais l'accompagner à l'échographie, la dernière échographie avant la naissance. Malheureusement, j'ai pas pu et elle m'a vraiment touchée parce qu'elle m'a dit: «Pour que tu puisses venir, j'ai décalé la date» et malheureusement, je pouvais pas non plus à la deuxième date, mais voilà, c'était très touchant. À chaque fois, on était, souvent, hein, touchés par leurs histoires. Je pense à une deuxième maman qui, lors d'une activité qui avait été proposée, a ouvert complètement, son cœur. On avait proposé que les mamans écrivent une lettre à leur futur enfant pour prendre bien conscience, de cette, vie qui grandissait en elles et d'un être vraiment, enfin d'un être vivant. Et cette maman a fondu en larmes et a écrit une lettre d'excuse à son enfant parce qu'elle avait tenté d'interrompre sa grossesse. Un peu plus tard, j'ai osé lui poser la question de savoir qu'est-ce qui l'avait arrêtée dans son geste et elle avait déjà un petit garçon. Elle m'a dit: «Je me suis arrêtée, j'ai regardé, par la fenêtre et j'ai vu le sourire de mon fils et j'ai réalisé, la vie, le visage que je portais en moi et la portée de mon acte». Arrivé en mission, en fait, on dit oui à une fiche de poste et puis après, on rentre dans une vie quotidienne et on fait des rencontres, des amitiés et on a parfois un élargissement de la mission par, des amitiés de paroisse. J'ai été invitée à la pastorale des prisons. J'avais jamais mis les pieds en prison et j'avoue que j'étais un peu intriguée et du coup, j'ai dit oui, que je voulais aller avec eux et ma première visite en prison s'est fait un mercredi des Cendres. On a commencé par une messe dans une cellule qu'on appelle semi-ouverte. C'était une prison d'hommes et de femmes, mais il y avait qu'une cellule de femmes. Les autres, c'était majoritairement des hommes. Donc là, c'était, une messe qu'avec, des hommes et puis la mission pastorale et j'étais très touchée, de leur organisation, de leur, mise en place du sacré dans un lieu, qui est quand même compliqué. Ils avaient tout rangé, on était assis sur des seaux en plastique, ils avaient mis un petit tapis, ils avaient enlevé leurs chaussures. Enfin, il y avait vraiment une belle unité. J'ai pas du tout eu peur hein, à ce moment-là. Après, j'ai pas eu peur, mais j'étais très impressionnée parce qu'on est rentré dans ce qu'on appelle le bloc et là, ça ressemble un peu au film. On vérifie que vous ayez rien dans les poches, on laisse une papier d'identité, le gardien ouvre des énormes serrures et on est allé,
distribuer les cendres. Alors on se sent, enfin je me suis sentie toute petite, je me suis vraiment demandé qui j'étais pour pouvoir, passer là, ce qui était assez beau. Et en fait, je suis retournée les mercredis matins, c'est rentré dans mon emploi du temps. Et une fois, ça a été extrêmement marquant, une personne me dit: «Bah, ça y est, maintenant tu es un peu habituée, tu vas t'occuper, de la cellule 13». Bon, et dans la cellule 13, il y avait majoritairement des personnes évangéliques, très bons chanteurs, hein, et qui chantaient souvent les psaumes. Et je les ai vus complètement, mais dans une situation apathique, couchés par terre, léthargiques, il faisait très chaud, on devait être en été parce qu'il faisait vraiment chaud depuis des jours. Et je me suis dit: «Bon», je commence à parler un petit peu avec eux, je voyais qu'ils, limite, ils en avaient un peu rien à faire que je sois là. Seulement ils ont été gentils, en fait. C'est eux qui m'ont un peu tendu la main en me disant: «C'est un peu l'étrangère qui vient, elle est sympa de venir, donc on va un peu l'accueillir», et je leur ai proposé de prier ensemble et surtout de chanter. Et au fur et à mesure, il y a une voix, 2 voix, un instrument de musique, et à la fin de plusieurs, chants, on avait retrouvé une certaine énergie. On sentait, on palpait un peu d'espoir et de joie, et je leur ai dit: «Vous vous rendez compte que là, vous êtes presque tous debout», et de la position couchée complètement léthargique, on s'est retrouvés en position debout avec un regain d'énergie. Ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup touchée. En fait, le fait d'être, allongé, complètement, léthargique, c'est aussi un laisser-aller, c'est aussi, une ambiance où ils se sentent complètement abandonnés, complètement isolés, un peu moins que rien. Et c'est vrai qu'après ces chants qui ont redonné, en fait, une espérance, il y a des regards, qui se levaient vers le ciel. C'était vraiment, permettre de redonner une dignité, en fait, de se remettre debout dans la position, du ressuscité. On le prenait à l'échelle, enfin au niveau que vous voulez, mais c'est vraiment ça, c'est vraiment de la position courbée, on était relevés. Lors des missions, il y a quand même des petits moments de pause, mais en fait, quand vous restez dans le diocèse, vos moments de pause, se transforment en autres missions. Pour le temps de Noël, on nous a demandé de partir en mission dans des villages. On casse cette fois-ci le binôme Fidesco et on crée un nouveau binôme avec, des jeunes de la paroisse pour aller monter une célébration. Vu que le diocèse est énorme et qu'il y a peu de prêtres, il faut que dans chaque, paroisse et puis chaque, village, il y ait une célébration proposée. Donc il faut faire avec, l'organisation avec les forces vives du village. Donc il faut d'abord, se rencontrer, se connaître et puis, voir ce qu'on peut faire avec, les volontaires, inviter les jeunes pour, un mime par exemple, essayer de monter une petite chorale, des choses comme ça. Et lors de cette mission, on cherchait à étoffer un petit peu le groupe de musique et notamment à avoir des instruments. Et j'ai rencontré, une dame qui me dit: «Ah mais mon fils est guitariste, il pourrait, venir vous aider, mais je ne sais pas s'il va accepter parce qu'il met plus les pieds à l'église. En fait, il a un souci d'alcool et il a trop honte pour, revenir». Alors je dis: «Bah, vous pouvez toujours lui en parler». J'y suis retournée, j'ai rencontré son fils et je lui en ai parlé. Je l'ai invité, il avait l'air tenté mais hésitant, et il m'a dit: «Mais vous savez, enfin tu sais, j'ai un problème d'alcool», je lui ai dit: «D'accord, est-ce que tu comptes boire avant la célébration et arriver bourré?» Il m'a dit: «Ah bah non, je ferai jamais ça». Je dis: «Bah voilà, donc nous t'attendons, et on a vraiment besoin de toi». Il est venu, il a joué, ce qui a vraiment ému sa maman aux larmes. Lui était très touché d'avoir osé en fait revenir. Moi, j'étais ravie parce qu'on avait vraiment besoin de lui, et en fait, cette invitation lui a permis aussi de reprendre sa place, de retrouver, une dignité, une place dans la communauté et dans l'Église. Lors des rencontres, Sonia Dimaille, on a souvent, posé la question aux mamans de, quelle était l'utilité du projet pour elles? Un peu pour en faire aussi la publicité. Et les Fidesco avant moi avaient même, sorti un CD sur la maternité avec beaucoup de témoignages de mamans. Donc les mamans, une m'a dit, je lui ai dit: «Mais tu étais très renfermée au début, maintenant tu es toute souriante, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé?» Et elle a mis ses mains sur son ventre en disant, «L'amour m'a pris. J'ai compris en venant aux réunions que, bah, la vie qui grandissait en moi, c'était une relation d'amour entre mon enfant et moi-même». Il y a eu de très belles amitiés qui se sont créées,
et qui ont permis à ces jeunes filles ou jeunes femmes de sortir de la solitude, d'avoir un réseau même de quartier, de pouvoir dire: «Ah moi je connais Sonia Dimaye, je vois que toi tu es enceinte et que tu vas pas bien, ils vont pouvoir t'aider, viens avec moi». Il y a eu aussi le fait que ce soit un lieu d'écoute. Il y a un développement aussi en fait, la césarienne est un acte, payant, au Brésil et du coup, il y a eu, une grosse mode de dire: «On n'attend pas une naissance naturelle, mais on passe par une césarienne et si tu veux, on peut même t'aider pour une contraception définitive», avoir une opération sans trop bien expliquer et les femmes savaient pas toujours de quoi il en retournait. Donc nous, on faisait aussi beaucoup d'informations et j'ai pu échanger avec une maman qui dit: «Bah, moi, je vais faire l'opération». Et puis, on dit: «D'accord, est-ce que, tu y as vraiment réfléchi? Tu es jeune, est-ce que vraiment tu en as envie?» Et elle a fondu en larmes en disant: «Non, j'en ai pas envie. Je pense que je dois parce que j'ai pas le choix, parce que j'ai pas assez d'argent pour, nourrir d'autres enfants, mais j'en ai pas envie». Et voilà, on a été cet espace de parole, non pas pour orienter la décision, mais simplement pour qu'elle soit écoutée et elle nous a remerciés en disant, «J'ai pas grand monde à qui parler». Voilà, donc le fait, je pense aussi qu'on soit étrangères font qu'elles sentent bien qu'on n'a aucun jugement, ni sur la culture, ni voilà. Du coup, je crois que ça a été ça, réseau d'amitié, espace d'écoute. Certains ont dit: «Mais on me regardait plus que par des jugements et vous, vous avez, posé sur nous, des vrais regards», une vraie aide matérielle, hein, parfois aussi qui était nécessaire. Heu, voilà, je vous ai parlé de Dayani. Dayani, grâce à nos liens avec la paroisse, a pu se faire aider par, les conférences Saint-Vincent de Paul et ils ont démoli la vieille maison et elle a eu une maison en dur et elle nous a confié que c'était la première fois de sa vie qu'elle avait une maison en dur, avec de l'eau. Ces 2 ans, de mission ont été très forts, d'abord parce que, comme je vous l'ai dit, je suis vraiment passée d'un regard, de projet social à un projet de miséricorde et donc j'ai senti un appel à vivre une culture, en fait, de la miséricorde, que ça rentre dans les gestes quotidiens, de la vie là où on est. Ça a été un bel apprentissage d'apprendre que la mission, elle était vraiment, pareil, là où on n'est pas obligé de partir à l'autre bout du monde, hein. On a chacun une mission de baptisé à remplir. Les rencontres, les liens, ça a été une grande ouverture d'esprit, de se confronter à une autre culture. Je pense que ça m'a permis de toucher très profondément mes limites aussi, de les dépasser et puis, de découvrir, bah, d'autres qualités qui étaient pas forcément, mis en valeur en France. Donc ça donne des points d'appui pour, un quotidien, de retour en France. En tout cas, c'est quelque chose qui marque une vie. Quand je suis partie en mission, en 2017, j'avais donc 37 ans. Donc il y a Fidesco organise des sessions de discernement et effectivement, mon gros nœud, pour dire oui à la mission, c'était que j'avais pas fait le deuil d'une vie de famille. J'étais célibataire, célibatante comme on dit aujourd'hui et donc je me disais: «Mais si je pars», enfin en plus on signe une charte en disant, «Quand on part, dans l'état de vie dans lequel on est, on revient dans l'état de vie dans lequel on est parti». Donc en gros, rien ne bouge pendant 2 ans sur, le plan, affectif en tout cas, sans compter les amitiés, mais ça c'est autre chose et du coup, c'était un vrai nœud pour moi, ça demandait un vrai discernement. Et c'est lors de ma rencontre avec, la psychologue, comme c'est demandé, je lui ai dit: «Bah, voilà, moi, ce qui bloque, c'est ça, donc qu'est-ce que je fais?» Et elle me dit: «Je peux pas répondre à ta place, je peux pas te promettre qu'il se passera quelque chose, si tu pars, je peux pas te promettre qu'il se passera quelque chose si tu restes. C'est un chèque en blanc, donc le Seigneur te laisse un chèque en blanc, tu le signes ou tu le signes pas». Et en fait, quand elle m'a parlé de ce chèque en blanc, je me suis dit: «Elle a raison, OK, je signe». Je lâche tout, j'abandonne tout, c'est le propre de la mission et puis, on verra bien. J'ai été comblée pendant 2 ans, je me suis même posé la question de rester une troisième année. Et là, je me suis dit, «Si tu restes une troisième année, ça fait pour le diocèse, ça fait comme si tu étais laïque consacrée. Tu as bien discerné que c'était pas ça ta vie, donc ben, tant pis, c'est une nouvelle aventure, mais il faut rentrer». Ça fait partie de la mission aussi. Voilà, donc en rentrant, j'ai pu, faire le dernier rapport de mission en larmes de A à Z qui m'a permis en fait de dire au revoir et donc après j'étais pleinement ouverte à mon retour.
et j'étais invitée, par une amie qui, elle, était partie en mission à Djibouti, très longtemps et qui m'a dit: «Au niveau social, c'est pas toujours évident quand on rentre de mission. Est-ce que tu veux venir? On fait quelque chose à la maison de très simple». Et je me suis dit: «Ouais, j'aime bien aller chez eux parce qu'il y a toujours, des personnes un peu originales». C'est un couple très ouvert et donc j'ai été et j'ai rencontré Philippe, lors de cette soirée le 31 août et nous étions mariés le 11 juillet 2020. Donc voilà, une année, avec un chèque, qui a été rempli avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de zéros. Après un tel happy ending, il est maintenant temps pour nous de revenir à notre quotidien. Merci de nous avoir suivis jusqu'au Brésil aux côtés de Blandine. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Et si la mission vous tente, rendez-vous sur le site partir.fidesco.fr pour vous inscrire à une rencontre et faire le premier pas vers la mission. À bientôt!